Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Nous vous présentons aujourd'hui la nouvelle saison milaniste, donc 2021-2022, avec un premier bilan du mercato estival, l'équipe type prévisionnelle et les ambitions du club. Le tout avec Aristide, Feli et Erko. Salut à vous. Ciao. Salut. Bonsoir. Aristide, c'est la rentrée. Après le formidable Euro que nous avons vécu, c'est le retour du pain quotidien. Donc commençons par rappeler l'actualité milaniste de l'été avec le mercato. Et avec le mercato, du coup, il y a eu pas mal de mouvements en ce début de mercato. C'est effectivement un peu plus calme ces dernières semaines. Du coup, je vais rappeler ça. On commence par les départs, ou du moins les retours de prêt. Donc, Diogo Dalot, qui était chez nous, retourne à Manchester United. Meite, pareil, on n'a pas levé d'option d'achat, il retourne au Torino. Et Colombo part du coup à la Spal. En ce qui concerne les transferts gratuits, les joueurs qui n'ont pas renouvelé leur contrat, on parle de deux grands hommes. Gigio Donnarumma, du coup, notre gardien champion d'Europe récemment, et Hakan Çalhanoğlu qui part pour info pour à peu près 500 000 euros de plus que ce que Milan proposait. Donc il part à l'Inter carrément. Et donc ça c'est ce qui concerne du coup tout ce qui est départ et prêt. Et enfin au niveau des ventes, donc on a vendu à l'Hertha Francfort, si je me trompe pas, Jens-Peter Hauge pour à peu près 10 millions d'euros, 10-12 millions d'euros. Diego Laxalt part pour environ 3,5 millions d'euros. Au niveau des ventes, Holzer, alors certains le considéraient comme une pépite en Primavera, du coup a été inclus dans le deal avec Tonali. Et du coup dans les achats, donc Maldini a négocié en fait pour Tonali, si vous voulez, un rabais d'à peu près 10 millions d'euros plus Holzer, ce qui fait que en plus du prêt de 10 millions d'euros qu'on a vu l'année dernière, le Milan a eu 10 millions à lâcher en plus cette année, plus Holzer, ce qui fait à peu près une négociation de 20 millions plus Holzer, alors que on était à peu près à 30-35 millions l'année dernière, donc plutôt beaucoup de la part de Maldini. On a acheté du coup Tomori en achat définitif, c'est vraiment de l'achat sec cette fois, à 28 millions après sa très bonne saison effectuée au Milan AC. Ballo Touré vient renforcer du coup l'effectif avec voilà, pour être un peu sur le banc pour être un remplaçant de Théo Hernandez, à peu près 4,2 millions d'euros en provenance de Monaco. Et enfin, du coup, il y en a eu d'autres. Hop, je reprends ma fiche. Oui, il y a eu évidemment Olivier Giroud, qui est vraiment le suppléant qu'on attendait à Zlatan Ibrahimovic, qui commençait à faire vraiment une demi-saison chez nous l'année dernière. Donc, on l'a signé pour 1 million d'euros, plus 1,5 de bonus en fonction des résultats des matchs et tout ça de l'année prochaine. Et il a marqué quelques buts en match amical. Tout à fait. Un contre Nice et du coup deux hier. Deux hier, ouais, tout à fait. Donc 3 buts en match amicaux en tout, c'est vraiment pas mal pour Olivier Giroud qui fait vraiment une bonne préparation. Pobega, qui était très bon l'année dernière à la Spezia et qui était vraiment titulaire, a fait une bonne préparation et de retour de prêt justement. Il ne sera pas de trop compte tenu de l'absence de Franck Kessié en ce début de saison, puis Es-tu de bien la sûr qu'il CAN. reste à Milan cette saison? Bah écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés, j'ai vu en prêt sec. Alors déjà ce qui est intéressant c'est que les clubs intéressés, il s'agirait d'un prêt sec, donc Maldini a quand même conscience que ce joueur a un potentiel certain, puisqu'on parle pas d'option d'achat, du moins pour le moment. Cependant, c'est vrai que comme j'allais le rappeler, entre Kessié qui est blessé peut-être encore 1 ou 2 mois puisqu'il s'est fait une déchirure musculaire il y a quelques jours à l'entraînement, je pense que c'était jeudi si je me trompe pas, plus la CAN aussi qui vient en janvier, donc ça veut dire que Benasser et Kessié, nos deux titulaires, seront absents 1 mois pour la CAN, donc il n'y a plus vraiment énormément de milieu de terrain, donc effectivement Pobega, vu sa saison, ce serait quand même intéressant qu'il reste à Milan cette saison. Pour ma part, alors au pire il y aura un prêt. J'espère qu'il n'y aura pas d'option d'achat ou une obligation d'achat du club pour pas qu'on fasse une Locatelli. Mais ouais, j'espère vraiment qu'il reste au club. Et enfin, Brahim Diaz qui était reparti au Real Madrid, du coup est revenu en prêt au Milan AC pour 2 saisons avec une option d'achat de 22 millions d'euros et j'ai envie de dire une option de rachat pour le Real Madrid de 28 millions d'euros au cas où il explose. Donc c'est toujours ça de prix, sachant que bon, 2 ans c'est quand même un joueur qui s'inscrit au minimum dans la durée. Et enfin, le retour de Andrea Conti aussi au niveau des arrivées venant de Parme. Et de Plizzari, non? Et de Pizzari, tout à fait. Oui. Alors Qui vient faire Pizzari, troisième je sais gardien. pas. Alors j'espère qu'il passera deuxième dans la Ouais, hiérarchie. c'est Mais ce a que j'allais priori dire. Je pour suis pas sûr l'instant. qu'il reste encore Pizzari. C'est encore un peu flou. Bon alors je note quand même une grosse moins-value pour l'Axalt qu'on avait payé 19 millions. Tu dis qu'on l'a vendu 3 Complètement. millions, c'est ça? 3,5, tout à fait. Ouais. 3,5 millions, donc grosse moins-value. Bah, je vais demander à Feli s'il est convaincu par ces mouvements et s'il en souhaitait d'autres. Alors, évidemment qu'on en souhaite d'autres, mais avant tout, je pense qu'il est nécessaire de faire un bilan du mercato
de façon globale, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, on voit que, à part pour quelques clubs, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans l'émission spéciale sur l'italianité, à part quelques clubs, 3 clubs principalement, donc City, PSG et Chelsea, et encore quelques clubs anglais, les autres sont à la ramasse. Enfin, je veux dire, le mercato ne bouge pour personne et on est jusqu'à aujourd'hui encore le club italien qui a le plus dépensé sur ce mercato. On a dépensé 60 millions entre Tomori, Tonali et Maignan, avec Ballo-Touré, etc. Donc, comparé aux autres clubs en Italie, on est avancé, on a quand même pas mal dépensé. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on s'est renforcé par rapport à la saison dernière? Je ne suis pas sûr, notamment parce qu'il nous manque un 10 titulaire, et ça depuis le début du mercato. Alors oui, comme je l'ai dit, le mercato pour toute l'Europe est au ralenti, mais il est urgent de recruter un 10 titulaire. Il reste 10 jours avant la fin du mercato et une semaine avant le début du championnat. On va sans doute commencer contre la Sampdoria sur notre 10 titulaire. À voir également si on va recruter un ailier droit et également un milieu de terrain pour suppléer, comme tu l'as dit, Benasser et Kessié. Donc on verra. Pour l'instant, ce mercato-là n'est pas convaincant. Pour moi, il ne m'a pas convaincu. Pour quelle raison? D'abord parce que Ballo-Touré, une des recrues qu'on a acheté à 4 millions, je pense qu'on aurait pu trouver mieux pour ce prix-là, que ce soit un joueur en prêt ou même un autre joueur autour de 4 millions qui aurait pu être plus intéressant que Ballo-Touré. Ballo-Touré est un joueur travailleur, il est connu en France pour ça. C'est un joueur qui rentre dans le rang, qui fait son taf, mais qui a aussi beaucoup de lacunes, notamment défensifs. Et ça depuis Lille. Et son passage à Monaco n'a pas arrangé les choses. Donc on verra, mais je pense vraiment que ça va être un joueur qu'on va essayer de se débarrasser dans 1 ou 2 saisons. Voilà. Ensuite, concernant le reste du mercato, ben, c'est surtout en attaque qu'il va falloir recruter, quoi. Donc le 10 en priorité, mais aussi un ailier droit si c'est possible. Parce qu'en fait, il suffit de regarder un peu ce qui se passe en Serie A et se rendre compte que notre attaque, c'est vraiment une des attaques les plus faiblardes. Quand on voit par exemple la Juve avec Dybala, Chiesa et Ronaldo, quand on voit Naples avec Insigne, Osimhen, pardon, et Lozano, voire même Politano, on se rend compte qu'on est vraiment à la traîne sur ce mercato-là et que si on ne veut pas être largué assez vite au championnat, il va falloir très vite recruter et notamment recruter en attaque. Alors tu parles de Chiesa et du manque d'ailier droit titulaire au Milan. Donc moi j'ai envie de remonter le temps, de revenir il y a un an et de me dire on pouvait l'avoir, on l'a pas pris. Voilà, c'est quand même assez navrant parce que quand on imagine cette équipe du Milan là, qui s'est quand même qualifiée, bon certes in extremis, mais qui s'est qualifiée pour la première fois depuis longtemps en Ligue des Champions, on l'imagine avec Chiesa titulaire sur l'aile droite, ça a quand même une autre gueule, non? Après, il faut se dire ce que Chiesa a été recruté pour plus de 60 millions d'euros et sachant que le fonds Elliott n'a jamais recruté un joueur pour plus de 28 millions d'euros. Donc à partir de là, je pense que Chiesa n'était plus déjà dans nos opérations possibles. Même après, on aurait pu le recruter avant, mais même là, je pense que c'était compliqué pour nous. Eh ben, pourtant on en a dépensé de l'argent. Mais je vais demander à Erko, je lui posais la même question finalement. Avais-tu des exigences particulières et que penses-tu des récentes orientations de ce Milan, qui est toujours moins italien d'ailleurs, hein? Bah, les exigences que j'avais, c'était quand même la confirmation des seuls très bons joueurs qu'on a eu l'année passée, comme notamment Rachat Tomori, qui a été fait, pour moi qui était quand même une priorité. Dans un registre un petit peu moindre, quand même, on a eu la confirmation de Diaz, qui a quand même fait une bonne fin de saison, que j'ai trouvé intéressant, qui pouvait être là. Globalement, on a quand même on a réussi à confirmer l'effectif. Si on oublie les départs de Donnarumma et Çalhanoğlu, même si ce dernier, c'est pas vraiment comment dire, une mauvaise chose, même si on aurait pu tirer un petit peu d'argent dessus. Voilà, c'est aussi, comme l'a dit Fedi, c'est un contexte particulier où il y a juste 2-3 clubs en Europe qui arrivent à dépenser beaucoup d'argent. Malgré ça, on a quand même apparemment dépensé dans les rachats quasiment 60 millions, mine de rien. Donc c'est quand même, voilà, c'est ce qu'on n'a pas dépensé l'année passée, on doit dépenser ici. Quand on a vu comment dire, donc les matchs amicaux, on a quand même vu des joueurs qui sortaient du lot. Moi, j'attendais rien de Giroud parce que voilà, je pensais pas qu'il apporterait quand même une petite value. Jusqu'à maintenant, on a quand même fait une bonne prépa. C'est quand même un joueur qui pourrait peut-être même gratter du temps de jeu à Ibra vu que sa condition physique précaire à 40 ans. Donc voilà, comme ça a été dit, il manque encore des choses. Le problème, c'est que vu qu'on n'a pas su vendre ni Donnarumma ni Çalhanoğlu, bah, on n'a pas su avoir de liquidité en plus. Donc on a un petit peu serré le niveau de départ, d'où le départ de Hug, que je pense qu'en temps normal, on n'aurait peut-être pas forcément vendu, on aurait mis de traité. Sinon, voilà, avec la confirmation encore de Kronic comme titulaire à la place d'un jeune comme Paul Bega qui a montré des bonnes choses, je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu ralent.
On a quand même 2-3 jeunes qui arrivent encore à sortir du lot, qui pourraient quand même montrer de leurs petites choses l'année prochaine. Je pense que Maldini a quand même fait des bonnes choses. Enfin, le fils de Maldini a quand même montré des bonnes choses ici au match amical. Je dis pas un titulaire ou même dans la rotation, mais en troisième choix, ici, il voudra se battre avec Rebic et Hello, je pense que c'est quand même largement possible. C'est le enfin, moi, le plus gros point d'interrogation, c'est pour Romagnoli, parce qu'on sait bien qu'il arrive en fin de contrat l'année prochaine. On n'a toujours aucune nouvelle pour savoir si des négociations ont lieu ou pas. On sait que son agent, c'est Raiola. Et sa préparation n'a pas été mauvaise, donc on n'a pas vraiment ressenti de manque de cœur. On n'a pas joué, à part le Real, on n'a pas joué contre Decador. Donc voilà, il y aura peut-être aussi un vrai débat à avoir là-dessus, parce que s'il n'est pas titulaire, il n'aura pas envie de renouveler. Donc est-ce que ça va être encore un joueur qui vont perdre gratuitement? C'est le gros point négatif que je reprochais peut-être au duo Maldini-Massara, qui ont peut-être été un peu naïfs sur le Donnarumma et Çalhanoğlu, parce qu'en sachant que l'année passée, ils étaient en pleine négociation encore à un an de la fin de leur contrat. Il y a peut-être un moment où il aurait peut-être fallu dire stop, on vous vend et voilà, merci, au revoir. Maintenant, surtout dans une situation comme ça où on perd 2 joueurs qui auraient pu avoir un minimum de valeur pour 0, je trouve ça quand même assez frustrant. Et on est encore dans le cas ici avec Kessié et Romagnoli, parce que Kessié, oui, il dit qu'il veut rester, il dit qu'il va régler les problèmes, mais Çalhanoğlu dit la même chose, on a vu où il est parti. Donc, il y a peut-être un peu de naïveté à ce niveau-là. J'espère que ça ne va pas encore continuer comme ça. Parce que voilà, on arrive fin août. On va peut-être commencer à se décider à savoir si on les garde ou si on les vend. Ou s'ils veulent rester ou s'ils veulent partir. Il n'y a pas envie de me retrouver encore là-dedans. Sinon, voilà, globalement, je trouve que le mercato pour l'instant est plutôt moyen. Mais avec les moyens du bord, c'est correct. Il reste encore 2 semaines. On annonce encore 4 recrues. Florenzi, ça semble quand même bien avancé. Et je pense que c'est peut-être le joueur vraiment qu'il nous faut. Parce que non seulement c'est une doublure à Calabria, pardon, mais c'est aussi un joueur qui est polyvalent, qui pourra même jouer au milieu de terrain pour dépanner, à moindre coût, parce que ça fait quand même 1 an ou 2 que la Rome veut vendre pour moins de 10 millions, donc c'est quand même assez c'est relatif quand on connaît la qualité du joueur. Voilà, mis à part ça, c'est la possible recrue aussi d'Adzi qui va certainement arriver aussi, voilà, je vois pas une plus-value par rapport à Pobega. C'est un peu frustrant. Maintenant, il y a la blessure de Kessié qui est quand même importante. Maintenant, je vois pas, on a dit, en remplaçant en Kessié, surtout d'un point de vue physique. Je connais pas bien le joueur, mais de ce que j'ai dit, c'est un joueur assez technique, mais qui est quand même très frais physiquement, qui n'a pas un très gros volume de jeu. C'est pas un travailleur à Kessié. Donc, je vois pas d'intérêt de le recruter. Même s'il y a certains disent que Tonali, c'est plus son profil du remplaçant de Kessié. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est plus le remplaçant de Benasser, en tout cas sur le papier. Globalement, voilà, il faudra attendre la fin du mercato pour vraiment se faire une idée, parce que tout peut aller très vite. Je pense que Maldini fait une tactique à la Galliani, donc à attendre les derniers jours du mercato pour avoir des joueurs un peu au rabais. On verra ce que ça donnera, on verra si on pourra avoir des beaux joueurs, ou si on prendra ce que les clubs ne veulent plus et les restes qu'on aura, ou si on continuera avec l'effectif là. Mais là, dans l'état actuel, non, si on veut jouer avec des champions, il nous faut encore 2-3 bonnes recrues utiles en tout cas, dont 2 titulaires. Pour ma part, je suis pas un grand fan de Florenzi, mais je reconnais qu'il peut dans la rotation peut-être rendre des services. Et c'est vrai que sa polyvalence serait un atout pour le club. J'ai pas oublié les services qu'avait rendu par exemple un Favalli il y a quelques années, alors qu'on n'en attendait pas grand-chose. Donc c'est vrai que le recrutement Florenzi peut être intéressant. Justement, tu viens de faire la transition, parce qu'avant de passer à l'équipe type, j'allais demander à nos camarades si quelqu'un pensait que peut-être des premiers enseignements pouvaient être tirés des matchs de préparation. Tu viens de répondre partiellement. Je sais par exemple qu'on a constaté le capitana du côté de Calabria. Hein, on a vu que c'était le remplaçant de Romagnoli à ce niveau-là. Aristide, as-tu repéré des points positifs, par exemple, au niveau des prestations de Maldini, comme nous l'a dit Erco, ou autre chose? Bah justement, c'est marrant que t'en parles parce que j'allais y venir, mais c'est vrai que le point positif d'hier du match contre le Panathinaikos, donc autre que la bonne performance de Giroud quand même en pointe, qui rassure en tant que suppléant d'Ibrahimovic dans le même rôle, puisqu'il le manquait, rappelez-vous l'année dernière, on a beaucoup souffert en alternant Leao et Rebic avec ce poste de numéro 9, les deux n'ont pas vraiment fait l'affaire, et là c'est vrai que Giroud dans le même registre un peu qu'Ibra nous fait du bien, mais c'est vrai que l'autre satisfaction, c'est aussi le vice-capitaine en l'absence du capitaine. C'est Calabria qui a été nommé capitaine hier contre le Panathinaikos, et c'est vrai que c'est intéressant. Il y a quand même des bons enseignements. À part ça, j'en vois pas non plus énormément d'autres. Je vais rejoindre un peu ce que disent Feli et Arco, dans le sens où on a quand même des faiblesses qui ont été identifiées déjà l'année dernière, qui étaient quand même claires sur 3-4 postes, et malheureusement qui n'ont pas encore été totalement comblés. Et je vais reprendre ce qu'ils disent, mais le poste de numéro 10 et le poste d'ailier droit, c'est toujours un problème. Le poste de numéro 9 et voire le défenseur latéral, j'ai envie de dire qu'on l'a en partie comblé, mais c'est vrai que
Çalhanoğlu, pour moi, n'était pas un titulaire, mais est parti. Donc on a une personne en moins. Diaz, même s'il a du talent, et ça, pas grand monde peut le nier, il a quand même pas les épaules pour tenir une saison avec le 10 dans le dos, titulaire à ce poste-là. Il nous faut vraiment un numéro 10. Surtout qu'on va L'ailier jouer la Ligue des droit, Champions cette année. oui, surtout qu'on va jouer exactement la Ligue des Champions cette année. Donc, même s'il n'y aura pas plus de matchs que l'année dernière en termes de nombre, ils seront plus difficiles parce qu'il y aura d'autres équipes en lice, évidemment. Et c'est vrai que le poste d'ailier droit aussi est un problème parce que bon, on a beau dire Selmakers, Castilleros, c'est quand même pas des titulaires qui doivent et peuvent jouer la Ligue des Malheureux, Champions. ne dis pas ça devant Erco. Non, Surtout. mais Non, je le signe. Erco doit savoir ce que je pense que Castillejo, je pense qu'effectivement c'est un joueur intéressant, mais là on parle effectivement d'un titulaire indiscutable, déjà prêt. Selmakers, pardon, a beaucoup de qualité, a beaucoup progressé en 1 ou 2 ans, mais pour moi n'est pas encore prêt à assumer ce rôle, ne serait-ce que dans son défaut premier qui est pour moi le dernier geste, que ce soit la dernière passe ou le tir. On l'a vu encore hier, hein, il s'est créé 1 ou 2 occasions, à chaque fois c'était à côté ou sur le gardien, et voilà, il pêche vraiment sur ce poste-là. Moi j'ai clairement peur de nos matchs face aux grandes équipes avec un Selmakers ou un Castillejo titulaire. Mais voilà, donc on arrive, pour reprendre mes camarades et leur discours, au 15 août. Donc le championnat reprend dans moins d'une semaine, enfin dans une semaine jour pour jour. C'est 8 jours exactement, je crois que c'est le 23, donc lundi, contre la Sampdoria, je crois. Et on arrive sans numéro 10 titulaire, sans ailier droit, avec un caissier qui est blessé pour minimum 2 semaines. Donc oui, il y a de quoi, il y a encore des choses qui manquent, et c'est vrai que, pour reprendre les termes, je crois que c'était Arco qui disait ça, Maldini nous fait un petit mercato à la Galliani des dernières années avec un Mister X, parce que j'ai l'impression qu'on attend un peu les dernières années, les derniers mouvements pour pouvoir se positionner, ce qui est pas étonnant compte tenu du mercato global des 5 plus grands, enfin des clubs des 5 plus grands championnats européens. Quand tu vois ce qu'a dépensé City, Paris, voire Manchester United avec Varane peut-être, le reste n'a pas dépensé grand chose, c'est beaucoup de prêts avec option d'achat ou obligation d'achat étalés sur 1-2 ans, 1 ou 2 années. Donc oui, pour le reste comme pour Milan, c'est compliqué de se positionner sur des joueurs et d'aligner des millions. Alors je laisserai peut-être Erco réagir sur Saleh-Makers dans quelques instants, mais il y a un truc qui me vient à l'esprit quand même avant de donner la parole à Feli qui veut réagir également. On n'a toujours pas le nom du diffuseur des matchs de Serie A en France cette année. C'est-à-dire que ça démarre dans une semaine, beIN ne s'est toujours pas officiellement positionné, donc à l'heure actuelle nous ne savons pas si nous pourrons voir les matchs de Serie A. Ça m'interpelle quand même comme affaire. Hein. Mais je vais justement donner la parole à Feli qui voulait réagir sur les matchs de préparation. Oui, les matchs de préparation, on a quand même vu quelques points positifs et j'aimerais juste les aborder. Notamment, moi, j'ai été très agréablement surpris et rassuré par Mike Maignan, le nouveau gardien qui va remplacer Gio Donnarumma, que j'ai trouvé extrêmement rassurant sur la ligne, extrêmement habile, que ce soit des pieds ou des mains. Et je crois que ça va être vraiment une de nos pièces phares cette saison-là, puisque je pense qu'il va réussir à remplacer Donnarumma avec brio. En tout cas, je l'espère. Et ses premiers pas le présagent. Tant il a été rassurant, il parle avec la défense, il a arrêté un penalty. Enfin bref, que des signaux positifs. Et en dehors de ça, on note aussi la défense. Qui est vraiment, je pense, notre gros point fort et vraiment sur quoi on s'appuie toute la saison, c'est cette défense. Alors, notamment avec Romagnoli, qu'on a aussi retrouvé très en jambes, et j'ai trouvé un Romagnoli très bon lors de ses apparitions. Mais en dehors de ça, on a toujours Tomori qui est excellent et qui a fait hier une sublime passe pour Giroud. Et toujours Calabria et Hernandez qui sont vraiment devenus des espèces de valeurs sûres sur lesquelles on sait qu'on peut compter, même si ça leur arrive aussi parfois de faire quelques erreurs, et Kier qui revient tout doucement après un Euro chargé. Mais je pense que vraiment, ces matchs amicaux ont confirmé que la défense, c'est vraiment notre point fort et sur quoi on va s'appuyer toute la saison. Je pense aussi au milieu de terrain, même si le milieu de terrain, c'est dommage, on a fait quasiment la préparation sans nos titulaires, puisque Benasser a eu le Covid et revenait de blessure, tandis que Kessié, il était aux Jeux Olympiques et puis ensuite il s'est blessé. Donc je pense que ça va nous faire perdre un peu le rythme, surtout en début de saison, parce qu'il va falloir composer avec d'autres joueurs. Alors on verra si Adli vient, mais aussi Tonali. Alors Tonali, j'aimerais aussi en dire quelques mots, parce que sa préparation, je trouve qu'elle est en demi-teinte. C'est dommage, parce que Tonali, on voit toujours que c'est un joueur qui a du talent, on voit qu'il peut prendre de l'ampleur, prendre une certaine forme, mais je trouve que ce joueur-là et cette personne manque en fait de caractère.
est toujours assez timide dans ses choix, dans ses prises de position, et que ce soit dans les courses, dans les placements, etc. Je trouve que il lui manque vraiment cette personnalité qui fait qu'il va émerger. Donc il a de la chance, Tonali, parce que c'est pas le titulaire, mais là on va devoir compter sur lui vu la blessure de Kessié. Et ça m'étonne pas non plus que la dirigeance se tourne vers un profil plus offensif à la Adli, vu que Tonali, je pense que c'est dû au fait que Tonali, oui, manque de courage et manque ces passes qu'on aimerait qu'il fasse plus, comme on l'a vu faire également quelques fois, mais voilà, c'est pour ça que j'explique comme ça la venue d'Adli. Mais en dehors de ça, les points négatifs, c'est quoi? C'est l'attaque, évidemment. L'attaque vraiment, que ce soit Castillejo, Saelemaekers, même Diaz qui a été, hormis son match contre Valence, assez peu inspiré, je trouve. Alors Léao, moi j'ai trouvé un peu en demi-teinte, quelquefois bon, pas mal de fulgurance, mais comme à son habitude, souvent il s'éteint au fur et à mesure des matchs. Et pareil pour Rebic qui était assez irrégulier et n'a quasiment rien fait de toute cette préparation. Le point positif en attaque, c'est évidemment Giroud qui a marqué 3 buts. Qui rassure sur son poste de suppléant. Alors moi je dirais même pas suppléant parce que je pense qu'il va probablement jouer même plus que Zlatan Ibrahimovic, tant le Suédois risque de se blesser et va enchaîner les pépins physiques. Donc pour moi Giroud ça va être vraiment le titulaire pour la plupart du temps. Et en tout cas il commence bien. On verra s'il arrivera à briser cette fameuse malédiction du numéro 9. Mais pour l'instant le Français se débrouille bien et a mis 2 très, très jolis buts pour moi hier. Alors à propos de Tonali, je ne cesserai de rappeler quand même qu'il n'a que 21 ans, hein, et qu'en prenant de la bouteille, en alignant les matchs, il peut que se bonifier, et puis tout ça, ça me rappelle un petit peu l'arrivée de Bilia, qui était censé combler les lacunes, les lacunes, soi-disant lacunes, hein, de Locatelli, et on a vu le résultat. Donc moi j'espère que l'arrivée d'Adli ne va pas au contraire freiner la progression de Tonali qu'on avait entrevue la saison dernière. Moi c'est ça qui m'inquiète beaucoup, donc j'espère bien qu'on va pas bloquer Tonali, hein, et l'empêcher tout simplement d'éclore, parce que c'est quand même aussi le but qu'on l'a pas recruté juste pour couper les oranges. Mais je vais quand même demander à Erko s'il souhaiterait compléter ce qu'ont dit nos camarades et puis peut-être répondre à Aristide sur Saelemaekers. Sur Saelemaekers, oui, je suis assez d'accord. C'est pour ça que je suis pour aussi le recrutement d'un attaquant droit, du genre Berardi, pour être titulaire. Parce que Saelemaekers, c'est encore un jeune joueur qui doit encore évoluer, qui a encore des défauts, évidemment. Je pense que pour un jeune, c'est mieux d'être en compétition pour s'améliorer que d'être titulaire par défaut. Donc évidemment, j'espère quand même qu'on recrute justement un attaquant droit. Maintenant, ça dépend du nom, quoi, parce que ce ne sera un nom devenu nulle part, où la plus-value n'existera pas, ça ne servira à rien. Donc si c'est pour prendre meilleur que lui, évidemment qu'on doit en recruter un, ça c'est évident. Maintenant, comme je l'ai dit, ça dépendra du mercato. Maintenant, je suis quand même relativement convaincu que dans un gros match de Ligue des Champions, en tout cas, en phase de groupe, on va dire, tu tombes contre une plus grosse équipe, genre, je sais pas moi, Real Madrid ou Chelsea, qui a passé son temps à te dominer, où tu sais bien que c'est pas toi qui feras le jeu. Je pense quand même qu'un Saelemaekers c'est quand même très important titulaire pour son travail abattu. Donc on l'a vu ici cette année-ci quand il a joué à Atalanta, notamment, où on a été dominé, ou même les matchs contre Inter. On a quand même été content d'avoir pour son travail effectué, que ce soit défensif, et c'était un joueur qui savait tenir tout son couloir, avait dépanné au milieu de terrain quand il le fallait. Donc c'est un joueur qui était très important tactiquement dans un match où on doit y être, en tout cas, où on doit en tout cas être solide et où on doit savoir être dominé. Dans ces cas-là, je pense qu'il pourrait en tout cas postuler une tâche de titulaire, même par rapport à un autre nom. Maintenant, voilà, ça dépend. Globalement, oui, on doit recruter quelqu'un. Et pour revenir sur Tonali, je suis relativement d'accord, parce que je trouve que sa préparation n'a pas été horrible. Maintenant, c'est un problème qu'on avait un petit peu aussi en fin d'année, l'année passée, c'est que voilà, dans la récupération, il a toujours été très bon. Donc aussi, on n'a rien à dire d'un point de vue de récupération. D'ailleurs, lui-même se considère d'ailleurs plus comme un Gattuso que comme un Pirlo. C'est peut-être ça aussi l'erreur qu'on fait avec lui, c'est d'attendre de lui qu'il ne se dépasse laser, mais qui n'est pas forcément son rôle. Il en est quand même capable de temps en temps, en tout cas il l'a montré, hein. Pas, trop rarement, je le concède, et je suis d'accord avec Félix sur ce point, et ça va avec le caractère et son évolution, hein. À 21 ans, un joueur n'est pas fini. Je me rappelle les commentaires sur Chiesa il y a 2 ans. Chiesa était fini pour le foot, hein. Écoutez certains parler, même dans l'émission, Chiesa était un joueur moyen sans plus. Et bah regardez la dimension qu'il a prise, notamment depuis l'Euro, mais même avant, hein. Donc il faut pas enterrer les jeunes trop tôt, je trouve, hein, et on a tendance à le faire en Italie. Il fut un temps on les montait trop tôt, maintenant on les descend trop tôt. Oui, Vincent, en Italie, ça fait quand même quelques années maintenant que c'est comme ça. Donc il y a beaucoup de joueurs qui en ont même pêché, il suffit de pas avoir un mental assez fort et tu peux couler. Donc moi je reste persuadé que Coutron c'est un très bon joueur aussi, qui pourrait, même s'il a un profil un petit peu à l'ancienne, mais je suis certain qu'il reviendrait dans le bon club en Italie, ou même s'il reviendrait chez nous, il pourrait avoir un bon rôle à jouer dans la rotation. Donc évidemment que les jeunes sont critiqués maintenant, et voilà, j'ai un peu peur que ce soit un peu le cas avec Pobega, même si lui n'est pas critiqué.
Mais niveau confiance, en tout cas, on préfère quand même encore continuer à mettre un joueur entre guillemets confirmé mais moyen comme Krunic que de faire confiance à Pobega qui a peut-être qui est peut-être un peu moins bon à l'heure actuelle, je suis même pas sûr. En tout cas, qui a une marge de progression beaucoup plus importante et qui a au moins d'aspect Moi, je formé pense au pas du club. tout que Pobega soit un bon Krunic, hein. Je pense que c'est même Bah oui, plutôt le contraire. oui, mais je parle en tout cas pas moins bon, mais en tout cas peut-être moins prêt pour jouer directement en Serie A, mais je ne pense pas non plus. Je pense que voilà, j'essaye un petit peu de relativiser la chose, mais c'est pas le cas. À la limite, mais j'ai même envie de dire que dans un milieu avec un double pivot comme ça, Krunic est peut-être un peu plus intéressant comme milieu offensif, en tout cas en remplacement, voire sur un côté comme il l'a fait où il était relativement correct, que de considérer comme un milieu de terrain dans ce système-là, je pense que c'est une erreur. Voilà, je trouve ça dommage de vouloir recruter je vois pas de plus-value, comme j'ai dit tantôt, par rapport à Adi, par rapport à Pobega, même si évidemment, le transfert d'Adi n'est pas encore fait, même si on aura quand même un premier, comment dire, un indice au soir s'il n'est pas titulaire contre Marseille, je pense. Donc voilà, c'est un peu une erreur on continue comme ça, de ne pas encore continuer à. Même Colombo, je pense qu'on aurait quand même pu le garder comme troisième attaquant, au cas où, si, comme ça a été dit, il braque 40 ans, on sait bien qu'il commence à enchaîner les blessures. Giroud a 34-35 ans aussi, donc voilà, c'est pas non plus tout frais, même s'il a l'air en très bonne condition physique. Mais avoir un petit jeune comme ça, justement, à former et à montrer, surtout qu'il a un petit peu de profil, même s'il n'a pas vraiment brillé l'année passée, c'est un joueur qui peut jouer en attaquant pivot aussi, qui peut gagner des ballons aériens, qui est solide sur ses appuis. C'est un joueur qui a un petit peu de profil pour jouer dans le système de Pioli. C'est dommage qu'on ne lui ait pas fait confiance. Voilà, c'est ce que je reproche, enfin, c'est ce qu'on reproche en tout cas au club depuis plusieurs années. Et c'est peut-être le point négatif que je vais avoir, parce que je sens qu'Obega va partir en prêt, surtout que Cagliari n'a pas eu Nainggolan et il semble vraiment faire un forcing pour l'avoir. Donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir savoir mettre en valeur nos jeunes et de les faire briller nous-mêmes et plutôt que de les prêter, que ce sont les autres clubs qui en profitent, quoi. Donc voilà, on verra, mais c'est le gros point négatif que j'ai en tout cas. On va rappeler que Oui, Colombo a eu 5 bouts de match en Serie A quand même, hein. Donc ouais. pour progresser, pour prendre confiance, il y a mieux. Je voudrais juste vous demander si peut-être quelqu'un a l'information, Félix, tiens, qui veut prendre la parole. Y a-t-il une option d'achat ou une obligation d'achat le concernant? Non, concernant qui, pardon? Colombo Concernant ou Colombo. Pobega? À Colombo. Alors Colombo, a priori, ce serait une option d'achat avec une option de rachat de notre part. Mais c'est ce que j'allais dire en fait, c'est est-ce que mieux vaut pour Colombo? Qu'est-ce qui vaut mieux pour Colombo et ainsi pour Pobega? Est-ce qu'il faut le prêter pour qu'il puisse jouer, comme l'a fait Pobega la saison dernière, une grande partie de la saison, ou alors qu'il reste dans notre club et qu'il soit bridé par nos titulaires? Ah, tu C'est as la raison question qu'on se là-dessus. pose. Tu as totalement Parce que raison, là, Félix, là-dessus, mais la parce question qu'il faut poser, c'est l'option d'achat. Moi, c'est ça qui me dérange. Si c'est un prêt sec, ça me dérange absolument pas. Ah non, non, concernant Pobega, c'est ça que je trouve intéressant concernant Pobega, c'est qu'au début du mercato, la dirigeance avait plutôt tendance à vouloir le vendre, mais au fur et à mesure des matchs de préparation, ils se sont rendus compte que le garçon avait du talent et qu'il fallait plutôt justement le prêter sans option d'achat, comme on l'a fait la saison dernière. Et je pense que pour le coup, ça peut être une bonne solution pour Pobega, qui peut revenir la saison prochaine avec un certain coffre. Et c'est pour ça que moi, je trouve dommage qu'on achète Adli, parce que moi, j'avais un projet. Moi, je pensais que la direction avait un projet comme celui-ci, c'est-à-dire de se faire prêter Bakayoko, qui avait un nom qui n'arrêtait pas de revenir à un Ah, certain moment pendant le Bakayoko. mercato. Aristip est en train de l'éviter là. De se faire prêter Bakayoko pendant un an, le temps que Pobega se fasse les armes en Serie A, et puis au retour de Pobega, Bakayoko s'en va, et puis on a un 4 milieux solide. Et pour moi, c'est ça l'idée de la dirigeance. C'est pour ça que la venue d'Adli, acheté à titre définitif, remet un peu tout ça en cause. Donc on verra où sera Pobega dans tout ça. Ce ne serait pas aussi... parce que là, le problème, c'est que si Pobega part en prêt, il ne reste plus que 4 milieux, sachant qu'on va commencer la saison sans caissier et qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations également. Il nous faudra également un 5e milieu. Donc, soit Pobega va rester en 4e, 5e milieu, soit il est prêté et il risque d'être titulaire à Cagliari, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc, c'est le dilemme qu'on se pose. Moi, je pense qu'il est peut-être préférable pour Pobega de continuer sa progression tranquillement et de jouer avec continuité en Sardaigne, par exemple. Et pareil pour Colombo. Colombo, ce qui est intéressant aussi, c'est que la formule du prêt avec option d'achat et contre-rachat est intéressante parce que, quelque part, le club va se dire, bah, ça se trouve, je vais pouvoir le garder. Donc, il va pouvoir le faire titulariser avec continuité, alors qu'en général, quand on prête un jeune joueur comme ça, eh ben, il joue quelques matchs par-ci par-là, mais le club dans lequel il est prêté, il n'a pas forcément envie de le faire développer plus que ça, puisqu'il sait qu'à la fin de la saison, il va partir. Alors que là, avec une option de rachat et de contre-achat, eh ben, le joueur a potentiellement plus de chances de pouvoir jouer dans ce club-là. Donc, je pense que également pour Colombo, c'est une bonne chose.
après, il faut se poser la question du prix. Parce que le Milan le vendrait donc, et puis ensuite le rachèterait, mais plus cher ou au même prix? Alors en général, ça a quelques millions de plus. Ah oui, d'accord. Voilà. En général, par exemple, pour Colombo, je ne connaissais pas les chiffres, hein, mais ça peut être une option d'achat à 3 millions et une option de rachat à 5 millions. En général, c'est des prix comme ça. Ouais, parce que j'ai pas oublié Oddo et Matri qui étaient chez nous, hein, qu'on avait vendu donc, et puis qu'on a racheté 12 millions quelques années après, avec des fortunes diverses d'ailleurs, parce que Oddo s'en était plutôt bien sorti au bilan, Matri beaucoup moins, mais ça c'était prévisible. Réaction de Harco. Ouais, bah, je suis pas vraiment d'accord sur les prêts, parce qu'un prêt n'est pas toujours positif pour un joueur. Je pense qu'on a quand même vu avec des joueurs comme Merkel, etc., qui étaient talentueux, qu'on a quand même prêté dans le passé, et qui n'ont pas réussi à s'imposer finalement, ou même Palowski, qui était aussi un bon joueur à la base, un de nos bons jeunes, qui brillait avec nous, mais qui n'a pas réussi à briller ailleurs. Il y a un environnement qui est important. Quand il joue, un joueur formé au Milan, qui grandit au Milan, et qui joue dans la famille Milan, je pense qu'il est plus en confiance qu'un nouveau départ. Tout le monde n'est pas prêt à partir jeune, jouer ailleurs. Et après, tu fais une mauvaise saison dans un club prêté, tu perds en confiance, on te reprête après, ça part en enchaînement. Donc, je pense que, surtout quand on sait bien qu'il n'y a pas actuellement dans nos réserves, il n'y a pas mieux. Je veux dire, c'est pas que Pobega, c'est moins bon de nos 4-5 milieux. Je pense qu'à part le duo titulaire, Kessie et Benasser, et peut-être aussi Tonali qui est peut-être plus en train, Pobega tout à fait son rôle à jouer. Vu qu'on a quand même 3 compétitions à jouer cette année-ci, le cas de la CAN a quand même été précisé qu'au mois de janvier, encore un milieu de terrain en moins. Je ne vois pas en quoi il n'aurait eu pas beaucoup de temps de jeu, il n'aurait pas pu évoluer. Et puis, est-ce que évoluer avec des joueurs comme Kessie et Benasser, c'est peut-être mieux que d'évoluer avec des joueurs de Cagliari, sans vouloir les critiquer évidemment, sans vouloir les dénigrer, mais des fois évoluer avec des joueurs plus grands, avec des joueurs qui ont un certain bagage, une expérience un peu plus internationale, c'est peut-être aussi plus intéressant. Colombo pourrait évoluer avec Giroud et Ibrahimovic. C'est quand même mieux que de jouer avec un joueur qui n'a peut-être pas forcément une expérience, une stature internationale. Donc voilà, le fait de prêter un joueur n'est pas forcément toujours une bonne chose. Et les 3 quarts de nos jeunes qu'on a prêtés ne sont jamais revenus ou n'ont jamais brillé. Donc voilà, je pense que dans le cas du Milan, c'est vraiment un échec de prêter un joueur. C'est quasiment à certitude de savoir que le joueur ne reviendra pas ou sera vendu, utilisé comme monnaie d'échange. Et c'est ça qui m'attriste un petit peu en tout cas. Oui, Feli nous dit à juste titre que Pobega a réussi son prêt à la Spezia. Maintenant, c'est vrai que ce que tu dis, Erkos défend également. J'ai longtemps parlé, moi, de l'importance du cadre, notamment concernant Cutrone, qui s'épanouissait chez nous avant de sombrer à l'étranger. J'ai toujours reproché aux dirigeants d'avoir brisé l'ascension de Cutrone, parce qu'il était en pleine ascension. Ensuite, on l'a mis sur le banc, il jouait plus que 15 minutes par match, et encore, les bons jours. Et ensuite, il est parti, on sait où, et ça n'a pas marché. Bon, et c'est vrai que parfois, certains joueurs sont faits pour éclore dans leur milieu, chez eux, avec leur famille. Et ça, c'est une dimension à prendre en compte. Il y a l'aspect psychologique qui joue évidemment. Mais bon, on va peut-être pas épiloguer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que vous avez tous les deux donné de bons arguments. On va passer à l'équipe type que concoctera d'après vous Pioli. Comme d'habitude, chacun intervient sur la défense, puis nous avancerons progressivement ligne par ligne vers l'attaque. Aristippe, quelle défense titulaire cette saison d'après toi? Eh bien, je vais pas du tout faire dans l'originalité puisque je vais reprendre la défense titulaire de l'année dernière, du moins de la fin de saison. Donc avec à droite Calabria. Après, reste à savoir s'il sera effectivement capitaine, voire vice-capitaine de cette équipe. Je pense que ce sera intéressant de voir les premières journées de Serie A. En défense centrale, je vais reconduire en attendant de voir ce que donne Romagnoli, non seulement en termes sportifs avec son niveau tout court, mais aussi en termes de contrat, puisque son renouvellement effectivement est toujours pas effectif. Donc je titulariserai Tomori avec Gjaer, notre guerrier en défense centrale, puis à gauche, pour pas faire original, Théo Hernandez. Très bien, on va demander à Félix s'il valide. Alors oui, je valide totalement la défense titulaire de Aristippe, puisque c'est celle qui va être reconduite sans aucun doute. Très bien, Erko, même topo? Oui, même topo, donc à 95% quand même des chances, à moins qu'il veuille faire jouer Romagnoli pour l'inciter à prolonger son contrat, que c'est comme je l'ai dit, s'il joue pas, s'il n'est pas titulaire, je vois mal prolonger chez nous. En tout cas. Donc, mais globalement, je pense que ça va être Pierre Tomori, évidemment, il n'y a aucune raison de changer. Après, j'ai toujours dit et pensé que si Romagnoli retrouvait son niveau d'il y a 2-3 ans, il était indiscutable, parce qu'il était vraiment énorme. Bon, après, Tomori, qui a son très bon défenseur également, mais je pense que Romagnoli, à son summum, est intouchable. On l'a pas vu à ce niveau-là depuis longtemps, donc pour l'instant, il est clair que, logiquement, la défense titulaire de la saison dernière sera reconduite. On passe au milieu, là, il y a peut-être débat. Alors, on va demander à Aristippe ce qu'il en pense.
Ouais, effectivement, il y a débat. Je vais peut-être faire une surprise, mais alors tout le monde ne sera pas d'accord. Mais alors Kessié, pour moi, bon, s'il continue comme l'année dernière et même la demi-année d'avant, il n'y a pas de débat parce que ça reste quand même un des meilleurs milieux de Serie A, si ce n'est le meilleur, avec Barella et deux trois autres joueurs l'année dernière. Donc Kessié, il n'y a pas de souci. Par contre, Benasser, alors footballistiquement, moi j'aime beaucoup le joueur. Il y a pas de débat. C'est un très bon joueur. Défensivement, il est très bon, très propre. Offensivement aussi. Mais c'est vrai que l'année dernière, moi, ça ne m'a pas rassuré, Benasser, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on a découvert une fragilité physique qu'on n'avait pas soupçonnée avant. Quand il est revenu, effectivement, il a été blessé un peu de temps, il n'a pas été en jambes tout de suite. Là, les matchs de préparation, alors il a chopé le Covid, pour info, il est revenu il y a à peu près une semaine. Hier, il a joué quoi, 25-30 minutes, et encore 30 minutes, je suis gentil, je pense que c'était plus 25. Il est rentré à la 65e contre le Panathinaikos. Il n'a pas fait une mauvaise rentrée, hein, mais c'est ce que je disais l'année dernière sur Benasser, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même un joueur, contrairement à un Verratti, et c'est là où la comparaison s'arrête peut-être, c'est qu'il a besoin pour moi d'être au top physiquement pour pratiquer son meilleur football. Ce qui n'est pas le cas de Verratti. Verratti, il peut être absent 3 mois ou 4 mois, j'ai déjà vu avec le Paris Saint-Germain plus d'une fois, notamment en Ligue des Champions, où c'est tout à fait impressionnant. Il T'as peut vu être ce qu'a absent dit 3-4 Messi mois. sur lui en interview? Ouais, que c'était un des meilleurs à son poste, qu'il le voulait au FC Barcelone il y a quelques années, etc. Bien Et que sûr, mais c'est c'est vrai lui que qui venait jouer avec lui finalement. Alors on connaît les circonstances, mais c'est quand même c'est vrai. intéressant de voir le meilleur joueur du monde, parce que pour moi Messi est meilleur que Ronaldo, même si Jorginho mériterait le ballon d'or, mais c'est un autre débat. Oui, Mais le meilleur joueur du monde qui vient au PSG et qui a double Verratti, hein, il c'est cite ce clair. joueur en particulier, il aurait pu en citer d'autres, parce que des C'est très vrai. bons joueurs au PSG, il y en a plein, il a cité celui-là, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard, c'est vrai. Et effectivement, pour moi, Verratti a le talent suffisant pour pouvoir se permettre d'être 3-4 mois sur la touche et puis d'éclabousser son talent lors de 30-45 minutes alors qu'il n'a pas les jambes pour faire plus, quoi. Et Benasser, j'ai l'impression qu'il a quand même besoin physiquement d'être très bien pour pratiquer son meilleur football. L'année dernière, il a été beaucoup blessé. Il est parvenu au top top. On n'a pas revu le Benasser à la fin de la saison dernière, de l'année d'avant. Je vous avoue que j'ai quelques doutes sur lui plus que sur Kessié. Alors, j'aurais pas cru dire ça un jour, ni même l'année dernière, mais Kessié est titulaire probablement pour moi à 100%. Benasser, ça dépend comment il revient, ça dépend de l'intégration, enfin de la réintégration de Tonali. Bon, Pobega, on peut rêver, etc. Voilà, mais j'avoue que Benasser, je me pose des questions plus que pour Kessié, ça c'est certain. Parle-nous des milieux offensifs du coup. Eh bien, à droite, alors déjà au milieu, en poste de numéro 10, bon, Dias a repris le numéro 10 dans le dos d'Akan Çalhanoğlu. Akan était titulaire avant, Dias semble être le titulaire selon Pioli pour moi, sauf s'il y a un Mister X, pour reprendre les termes du coup de Galliani d'il y a quelques années, qui se dessine en fin de mercato avec un achat surprise. Mais voilà, oui, effectivement, à une semaine de la reprise du championnat, Dias semble être notre 10 titulaire. Pour moi, ça ne l'est pas. Enfin, on va voir ce qu'on fera jusqu'à la fin. À droite, même discours, hein, à droite, sauf s'il y a un Mister Y. À part ça, Selmaker semble quand même tenir la barre. Puis à gauche, je mettrais aussi Rebic. Alors, bizarrement, Rebic, je l'aime bien aussi, mais c'est vrai que quand tu vois la ligne de 3 là, je suis pas non plus pleinement convaincu par un de ces trois joueurs. Finalement, j'ai l'impression il y a quand même beaucoup de joueurs par intermittence. Même Rebic, hein, que j'aime beaucoup, est un joueur assez intermittent. Selmakers, on en a déjà parlé. Diaz, pareil. Donc c'est vrai que ça nous fait pas beaucoup j'ai envie de dire, de sécurité et de sûreté sur ces trois postes-là. À voir ce que donne Krunic en remplaçant de Diaz. Donc ouais, voilà. Bon, je dirais Rebic, Diaz et Selmakers. Avec peut-être Florenzi en embuscade qui pourrait éventuellement s'imposer sur le côté droit, même si je le Tout à répète, fait. j'ai quelques doutes concernant ce joueur qui a été plutôt bon par le passé, mais qui est assez irrégulier. Je suis pas sûr que ce soit une assurance tout risque, à mon avis, il vient plus pour le turnover. Mais je vais demander à Félix ce qu'il pense du milieu de terrain. Alors moi, concernant le double pivot, pour moi, il n'y a pas vraiment de doute, à moins que Benasser continue à se blesser. Mais moi, je pense que même un Benasser affaibli reste meilleur que Tonali pour le moment. Même hier, quand on l'a vu, il est rentré, il a quand même pris déjà pas mal d'initiatives. Alors oui, c'est vrai qu'il a pris du temps, notamment sur la fin de saison dernière, pour s'imposer. Il a fait quelques erreurs. Il sort d'une année vraiment très compliquée. Donc on va voir comment il va reprendre cette saison-là. Mais pour moi, un Benasser un minimum en forme et facilement titulaire. Octet Kessie, évidemment, donc ce double pivot-là, quand il est en forme, c'est vraiment notre deuxième point fort de l'équipe parce qu'ils sont indéboulonnables. C'est un des duos, un des doubles pivots les plus complémentaires d'Europe, un des meilleurs d'Europe à leur meilleur niveau. Donc pour moi, c'est vraiment une de nos forces, pardon, lorsque les deux sont en pleine forme, ce qui va pas être simple non plus cette saison, vu que les deux participent à la Coupe d'Afrique des Nations, et en plus les deux participent avec deux nations qui sont parmi les favoris. Donc on verra comment ça va se passer à ce niveau-là. Ça va être vraiment le mois de janvier.
2022 va être vraiment compliqué on devra jouer sans doute la Juve et l'Inter. Le calendrier était vachement bien foutu sans ces deux joueurs-là. Donc on verra, mais pour moi, ce sont nos deux titulaires à ce poste-là. En ce qui concerne les trois milieux offensifs, alors comme a dit Aristide, par défaut, ce sera Diaz, Saelemaekers et Rebic. Comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux autres équipes de Serie A, ces attaquants-là, ils font pas le poids, quoi. Donc il faudra avec urgence recruter un numéro 10. Alors que je pense que le numéro 10, on recrutera quelqu'un, ça c'est quasiment sûr, même si ce sera sensiblement à un niveau équivalent à Diaz, mais on recrutera obligatoirement quelqu'un, ne serait-ce que pour le nombre. Concernant l'aile droite, pas sûr, donc on va peut-être devoir se fader Saelemaekers, Castillejo encore une saison. Saelemaekers n'est pas un mauvais joueur, hein, ça c'est sûr. Il part devant Castillejo, mais ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, MJ, je crois, devant les buts, en fait, il n'a aucune présence dans la surface de réparation. Donc c'est clair Non, que. c'était Aristide qui disait ça. J'aurais pas osé devant Erco. Pas le dernier geste que j'avais dit. Voilà. Aristide Ouais, est voilà, beaucoup plus téméraire que moi. Il a vraiment pas beaucoup de présence dans la surface, et donc c'est vrai que on a que quelques joueurs qui peuvent marquer, et lui il n'en fait pas partie. Et donc bon, par défaut, c'est nos trois joueurs qui partiront devant. Très bien, j'espère quand même que Maldini aura du temps de jeu. Vraiment, alors je partage l'opinion d'Erco sur cette question. Si on n'a pas de 10 qui s'impose réellement, et si, ce que je souhaite évidemment pas, on souhaite tous que Diaz et puis son remplaçant fassent bonne figure, j'espère que Pioli, que ça effleurera le cerveau de Pioli quand même, qui permettra à Maldini de jouer, parce que l'année dernière on l'a trop peu vu et on sent que ce joueur a du ballon, il faut qu'il ait de l'espace, c'est sa saison pour démarrer, pour éclore, après on verra ce que ça donnera les années suivantes, mais au moins qu'on lui donne un peu de temps de jeu, ce serait quand même la moindre des choses. Erco, ton milieu de terrain, quel est-il? La saison va être longue, donc ça on sait bien. Donc maintenant sur papier, les titulaires, évidemment, c'est Kessie et Benasser. On a vu l'année passée en première partie de saison, ça a été impeccable, donc c'était impossible de les bouger tous les deux. Maintenant, voilà, comme ça a été dit auparavant, Benasser a quand même eu des problèmes physiques. Donc maintenant, c'est peut-être juste une demi-saison de malchance. Il va peut-être revenir, peut-être faire une saison entière sans se blesser. Donc ça peut arriver aussi dans une carrière. Mais on voit aussi que Pioli a donné pas mal de confiance à Tonali, notamment aussi même dans la préparation. Donc maintenant, sachant qu'on va jouer avec des champions, je pense que Tonali sera quand même un demi-titulaire. Je pense pas qu'il y aura beaucoup moins de temps de jeu que Benasser. Ça va quand même se disputer. C'est un peu comme Ibra et Giroud. Je pense que ça a quand même beaucoup tourné. Le seul qui sera vraiment indiscutable, ça va être Kessié, puisque lui, il est capable d'enchaîner les matchs. Et pour jouer un peu plus haut, c'est vrai que dans le numéro 10, par défaut, pour l'instant, je pense que ce sera Diaz, mais je reste convaincu, c'est subjectif, sans aucune source évidemment, qu'on aura un nom surprise pour le meneur de jeu. Ce sera peut-être un joueur, un genre James Rodriguez, comme ça, qui va un nom un petit peu plus connu, qui pourra quand même faire la différence, ou un autre nom qu'on n'a pas encore sorti. Mais je suis persuadé quand même que quelqu'un arrivera. Par contre, voilà, on a quand même beaucoup parlé du côté droit. Mais comme tu l'as dit ici, côté gauche, il y a même d'être une assurance au risque, parce que autant Saelemaekers doit continuer à évoluer et qu'il n'est pas encore prêt pour justement marquer des buts et être décisif à ce niveau-là. Mais on sait quand même qu'on peut compter sur lui un minimum, puisqu'il aura quand même une présence qui ne sera pas non plus un joueur négatif sur le terrain. Là où Rebic et encore surtout Léo, c'est quand même deux joueurs qui sont capables de tout et de rien. Léo, c'est quand même plus souvent de rien que de tout. Donc on part quand même avec un défaut à ce niveau-là. Et avoir les deux joueurs comme ça, deux joueurs irréguliers sur un côté, c'est peut-être encore plus problématique que le problème qu'on a à droite. Parce que je trouve que sur une saison, c'est quand même non. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Et, je trouve que Rebic et Léo, c'est quand même très léger. J'aurais quand même bien aimé qu'on tente quand même de mettre Léo sur le mercato quand même pour voir ce que ça donnait. Essayer de tirer quand même une petite offre pour prendre un joueur plus régulier. Parce que Rebic a quand même plus, pas dire potentiel à son âge, mais en tout cas, il a quand même plus de valeur. Il pèse beaucoup plus sur le jeu que Léo. Et pour la droite, évidemment, Saelemaekers par titulaire. Ça, c'est évident. Mais bon, c'est aussi à défaut de jouer avec Castillejo. Et le problème, c'est que faut recruter quelqu'un aussi à ce niveau-là, ne fût-ce que pour avoir un profil différent, peut-être un profil plus offensif. Et si tu prends un Berardi, c'est aussi un joueur qui pourrait aussi faire évoluer Saelemaekers dans la finition, parce que lui, c'est un petit peu d'opposé à ce niveau-là. C'est vrai qu'il soit meilleur qu'à l'Euro quand même. Ah oui, évidemment, oui, mais bon, ça, il y a beaucoup de joueurs qui ne brillent pas au niveau international. Et on l'a déjà dit auparavant, ne pas briller avec l'équipe nationale, c'est pas pour ça qu'on est un mauvais joueur, au contraire. Mais il n'est pas réussi à briller avec Mancini, donc il peut très bien faire aussi avec nous, comme il peut se tenter, évidemment. Mais c'est quand même un profil qui est beaucoup plus intérieur que Saelemaekers. D'ailleurs, Saelemaekers, j'ai quand même trouvé que
la façon de jouer, en tout cas que Pioli a demandé contre Pana, justement, ici, ça a quand même changé. Il a quand même beaucoup plus tenté de centrer, il a quasiment pas tenté de rentrer, même si quand il l'a fait, ça n'a pas été exceptionnel. Mais il est quand même beaucoup plus débordé que rentré dans l'axe. Est-ce que c'est peut-être voulu par Pioli ou est-ce que c'est un match comme ça où il a voulu tenter de faire ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai quand même eu un changement. Peut-être que le fait que Giroud soit titulaire et qu'il aime bien récupérer des ballons, lui et Calabria a quand même tenté beaucoup de centrer, ou même Théo. Donc je pense qu'il y aura quand même une façon de jouer qui a peut-être changé cette année-ci à ce niveau-là. Vu qu'à défaut d'avoir des attaquants qui peuvent rentrer à l'intérieur sur les côtés, bon, on aura deux ailiers qui centreront. Donc pour essayer justement de jouer de la tête. Mais voilà, sur les trois titulaires, voilà, je ne vais pas faire de surprise, les trois ont été cités. Et j'espère vraiment, comme tu as dit, que Maldini pourra avoir du temps de jeu, parce que tu le cites en meneur de jeu, mais il peut très bien aussi jouer côté gauche. Donc il y a côté gauche, il y a aussi côté qui a beaucoup de faiblesse. Quand je parlais de Maldini, je réagissais, c'est vrai, au poste de meneur de jeu, mais je sais bien, oui, qu'il est polyvalent, comme Florenzi d'ailleurs dans un autre domaine. Et c'est vrai qu'il est intéressant aussi pour ça, mais il est avant tout talentueux, balle au pied, c'est pour ça que j'aimerais le voir. Oui. C'est ça qu'il doit absolument jouer. Et dans cet effectif-là, c'est comme avec Pobega, ils partent pas titulaires, mais ils peuvent avoir du temps de jeu et c'est mieux que ce qu'on a sur le banc. Donc j'espère quand même qu'il aura pas mal de temps de jeu. Apparemment, Pioli avait quand même de compter pas mal dessus. En tout cas, dans la prépa, il a quand même joué quelques minutes. Donc j'espère que ça continuera et que, en tout cas, qu'on se rendra compte que Léo doit être vendu. Mais bon, ça, je ne pense pas parce qu'il a aussi une certaine polyvalence, même si c'est dans la médiocrité. Mais voilà, j'espère en tout cas que Rebic partira titulaire en tout cas parce qu'il a quand même plus de poids et un petit peu plus de régularité que Deo en tout cas. C'est vrai que je pensais que Léao serait vendu, d'autant qu'on devrait pouvoir en tirer un bon prix. Bon, on va passer à l'attaque dans quelques instants, mais je crois que Feli a un petit mot à ajouter. Non, c'est justement sur cette concurrence à gauche entre Rebic et Leao. Alors oui, c'est vrai que ce sont deux joueurs irréguliers, hein. Les deux sont extrêmement irréguliers, mais je trouve que leur fonctionnement marche. En tout cas, quand les deux jouent à gauche, je trouve que ce duo fonctionne bien dans le sens où quand l'un est mauvais, l'autre est plutôt bon et inversement. Et donc, après, ça arrive que pour les deux, des fois, ils sont exécrables les deux, hein, ça n'empêche pas. Mais je trouve qu'à gauche, on a quand même ce truc assez solide d'avoir deux joueurs, alors certes, qui sont irréguliers, qui sont pas toujours bons, etc., mais qui te garantissent un certain nombre de buts à eux deux par an qu'on n'a pas à droite, typiquement. Par exemple, Rebic et Leao, eux, tu sais qu'ils vont te marquer 15-20 buts dans l'année à eux deux, alors qu'à droite, entre Salemaker et Castillejo, si on arrive à 5 buts, c'est déjà pas mal. Donc après, oui, si une offre arrive, je pense que c'est même le cas chez notre dirigeant, si une offre arrive pour Leao autour de 30-35 millions, ils le vendront. Mais je pense que avec un mercato gelé, à moins que ça arrive d'Angleterre, Leao restera ici jusqu'à la fin du mercato. Ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'on sait qu'il y a un joueur qui s'appelle Lorenzo Insigne qui est sur le mercato vu que sa prolongation avec Naples tarde à venir. Ah, ça m'avait échappé, tu vois ça. Alors là, pour le coup, alors je suis pas assez l'actualité cet été, je le reconnais, à part le Milan bien sûr, mais j'avais complètement zappé cette histoire d'Insigne. Alors là, c'est certain que s'il était possible d'avoir Insigne, ce serait un gain qualitatif considérable. C'est l'Inter qui malheureusement a de l'avance sur le dossier. Enfin, l'Inter, ils ont tous les joueurs du monde. À un moment donné, faut arrêter. Il va bien falloir qu'ils laissent de l'espace quand même à ceux qui sont déjà chez eux, même s'ils ont perdu Lukaku. Mais justement, Aristide, tu as la parole. On va peut-être aborder l'épineuse question de l'attaque et notamment du surpayé Zlatan. Du surpayé Zlatan, en effet. Ce qui est bien, c'est que pour moi, j'ai du mal à croire que Ibra fasse autant de matchs cette saison pour pouvoir être gêné par la présence de Giroud. Je reste certain que Giroud part titulaire de toute façon parce que Ibra est blessé. Ibra devrait revenir mi-septembre selon mes informations que j'ai eues sur Google, etc. Bon, après on connaît ces informations-là. À chaque fois on nous annonçait l'année dernière Ibra revenait en mars, puis il est revenu en avril, donc ça prend toujours un mois de plus. Donc voilà, Ibra a fait quand même un match sur deux. J'avais les stats en tête là, entre la Serie A, la Ligue Europa l'année dernière et la Copa. C'était quand même un match sur deux ou 1,1 match sur deux compétition confondue l'année dernière. Avant de se blesser, c'était le meilleur buteur de Serie A, avec le meilleur ratio, etc. Il était impressionnant sur le début de saison dernière. Hein. Ah oui, complètement. Il a mis 90% de ses buts de fin août à janvier. Hein. Après, effectivement, il a été un quart du temps blessé, puis il revenait de blessure, il a eu le Covid, il s'est reblessé, donc c'était plus compliqué. Mais non, je pense que Ibra part titulaire, mais titulaire avec Ibra, ça veut rien dire vu son état physique. Je pense qu'il fera la moitié des matchs cette saison, comme l'année dernière, et du coup, Giroud sera là pour suppléer Ibra lors de ses blessures ou lorsqu'il sera
sera pas totalement en forme. Ce qui sera déjà très bien pour Giroud, puisque finalement, même s'il joue une demi-saison, ça reste toujours plus que ses 5-6 dernières saisons passées pour Olivier Giroud. Donc c'est très bien. Donc voilà, Giroud part. Enfin, pour moi, Ibra est titulaire à la base, mais comme il sera souvent blessé, on verra autant Giroud que Ibra. Les deux sont tout à fait interchangeables, que ce soit en termes de forme physique qu'en termes de jeu finalement. Feli, cette attaque suffit-elle pour jouer la Ligue des Champions? Alors, a priori, si on parle juste du buteur, oui. Si on parle des trois derrière, non. Ouais, Mais c'est ça. je trouve que le duo Giroud-Zlatan se répond bien, un peu comme Léao Rebic. Je pensais à Je la trouve que c'est fragilité de Zlatan, moi, c'est surtout ça. Je pense pas de talent, hein. Je sais Alors, qu'il est fort, c'est pas la question, personne n'en doute. Mais le problème, c'est que s'il se blesse, c'est Giroud et il n'y a pas de remplaçant derrière. Alors, a priori, bon, ça c'est aussi une de nos cibles pour cette fin de mercato, même si ça m'étonnerait qu'on recrute tout ça. On parle aussi d'un troisième attaquant, mais bon, on verra ce qui se passera en fin de mercato. Zlatan, on verra comment ça se passe. S'il joue 50%, déjà, s'il joue que 50% des matchs de la saison, entre la Serie A, la Ligue des Champions et la Coupe, ce serait déjà très bien. S'il arrive et en plus, s'il joue ces 50% de matchs avec le niveau qu'il avait la saison dernière, hein. On parle quasiment d'un mec qui a marqué un but à chaque fois qu'il jouait. Donc, si on a ce Zlatan-là, de la saison dernière, qui joue 50% des matchs, avec Giroud en suppléant, je pense que c'est assez pour jouer la Ligue des Champions, sachant que Giroud, je pense que Giroud, c'est un très joli coup qu'on a fait. Et cette préparation me rassure un peu. Je pense qu'il va s'intégrer comme il se doit en Serie A et que Giroud va marquer ses 10 buts saisonniers avec nous. Donc pour moi, ces deux buteurs-là suffisent pour aller en Ligue des Champions. Maintenant, il s'agirait de les approvisionner en ballon. Et ça, c'est ce qu'on va voir sur cette fin de mercato. Est-ce qu'on va réussir à recruter des joueurs intéressants, talentueux, ou est-ce qu'on va devoir se satisfaire de Saelemaekers et Diaz? Erko, es-tu satisfait comme Feli? Oui et non, dans le sens que d'un point de vue de nom, oui, évidemment qu'Ibra et Giroud, c'est quand même pas mal pour le poste, même pour la Ligue des Champions. C'est deux joueurs quand même d'envergure internationale et qui ont de l'expérience, dont un qui a gagné une Coupe du Monde et une Ligue des Champions. Donc oui, d'un point de vue papier, c'est bien. Maintenant, on parle aussi de joueurs plus ou moins âgés qui peuvent avoir des problèmes physiques assez récurrents, ce que je ne souhaite pas évidemment. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, je pense pas qu'un troisième attaquant arrivera, parce que dans ces cas-là, on fera comme l'année passée, on mettra des hauts en pointe dans ces cas-là. Donc, avec une possibilité de voir Krunic rentrer sur le côté gauche, comme ça a déjà été fait. Donc, je pense pas qu'un attaquant vient, justement, c'est pour ça que c'est un point négatif, c'est que sur toute une saison entière, Giroud et Ibra, c'est un peu léger, parce qu'il faudra quelqu'un pour les suppléer. Et comme ça a été dit, Ibra jouera pas la moitié des matchs, donc ça va être problématique. Il faut absolument un troisième attaquant. Et dans l'optique du Milan, c'est ce qui me fait peur, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu léger, c'est que ça va être Théo titulaire, enfin la troisième roue du carrosse à ce poste, et ça me fait peur. Donc je pense qu'il y aura un recrutement en plus, ça aurait été plus intelligent, plus intéressant en tout cas. Maintenant, c'est un manque de moyens aussi, je sais bien que c'est compliqué, mais oui, je pense que en tout cas pour la deuxième partie de saison, ça va être léger. Bon, avant de terminer cette émission, il est temps d'évoquer les objectifs du club cette année, les vôtres peut-être aussi, et puis pourquoi pas vos pronostics, Aristip. Si on commence par les objectifs du club, je pense qu'il faut pas se laisser avoir par le classement de l'année dernière, puisque ok, on s'est qualifié deuxième de Serie A, donc dauphin du champion, mais on s'est qualifié à la dernière journée. Faut pas oublier aussi qu'il y a quand même, on en parlait, mais effectivement la transition est toute faite, mais un mercato qui n'a pas totalement, ou du moins pas encore répondu à nos attentes. On évoquait le poste de numéro 10 et d'ailier droit. Donc pour moi, l'objectif du club, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire se qualifier en Ligue des Champions, c'est-à-dire terminer dans les 4 premiers, ni plus ni moins. Je pense qu'on vise pas le titre, à moins qu'il y ait des plus optimistes que moi, mais pourquoi pas. Mais voilà, même sécuriser la deuxième place, j'ai envie de dire que ça nous apporterait une dizaine de millions en plus, comme on l'a vu l'année dernière. Mais voilà, c'est pas ça qui va faire la différence. Faut pas oublier qu'on joue la Ligue des Champions cette année, donc le niveau sera encore plus élevé. Ce qui veut dire peut-être faire moins tourner en phase de poule par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière, où effectivement on avait vu des Hogue, des Krunic, ou d'autres joueurs, ou même des Diego Dalot l'année dernière qui jouaient en Europe alors qu'ils ne jouaient pas en Serie A. Et accessoirement, ne pas être aussi ridicule que nos camarades de Serie A la saison dernière. Oui, ce serait une chance. Effectivement, j'y reviendrai un peu plus tard, mais oui, ne pas être aussi ridicule. Quoique en phase de poule, la Serie A s'en était très bien sortie l'année dernière. C'était à partir des huitièmes de finale où on avait complètement implosé. Mais à part l'Inter, rappelez-vous, l'Atalanta, la Juve
et j'en oublie un dernier, la Lazio, était sortie des phases de poule, ce qui était déjà pas mal, hein, surtout la Lazio compte tenu du groupe relevé dans lequel elle appartenait, mais enfin dans lequel elle était, pardon. Mais voilà, déjà sortir des phases de poule, ce serait super pour le Milan. Faut viser la 4e place parce qu'on aura du mal à faire tourner vu la compétitivité de la Ligue des Champions. Donc je pense que être dans les 4 premiers, ce serait super. Alors voyons si Feli est plus ambitieux ou si au contraire il tempère les ardeurs d'Aristipe. Absolument pas. Je suis complètement de l'avis d'Aristipe et je pense même que nos dirigeants ont conscience qu'on ne peut pas viser plus que se sécuriser cette place en Ligue des Champions, qui est absolument une place nécessaire d'un point de vue économique et sportif. Donc je pense que c'est ce qu'on va se contenter. On va essayer de resécuriser ces 4 premières places, en Serie A du moins. Et je pense que l'objectif en Ligue des Champions, ce serait de passer les poules. Je pense pas qu'on peut ambitionner à aller beaucoup plus loin. Si on le fait, tant mieux. Mais je pense que le club n'a pas l'ambition de faire plus pour le moment, au vu de l'effectif, au vu de ses ressources. Donc non, je pense que si on fait déjà le top 4, ce serait une superbe saison. Erko, tu valides? Non, pas vraiment, non. Je pense que ça manque un petit peu d'ambition quand même, surtout que c'est évidemment que comment dire, l'ambition première, c'est la 4e place. De toute façon, dans tous les cas, tout le monde sera content et nous en premier si on est 4e. Donc la priorité, c'est de retourner avec des champions encore l'année prochaine. Maintenant, concernant le classement en Serie A, je trouve qu'on ne prend pas en compte le fait que le mercato des autres équipes a quand même été assez calamiteux. Je pense à l'Inter qui a perdu 2 gros titulaires quand même qui ne les ont pas remplacés et qui les remplaceront probablement par des joueurs plutôt moyens ou voire plus ou moins finis. Donc je pense notamment à Dzeko qui a été racheté pour remplacer Lukaku, c'est quand même un peu, comment dire, un bon petit point faible quand même aussi. Donc c'est voilà, en prenant ça en compte, je vois pas d'autres équipes qui pourraient. L'Atalanta n'a pas vraiment renforcé, même si c'est déjà une équipe assez forte l'année passée, qui n'en a pas vraiment besoin en tout cas pour continuer à passer ce palier. La Juve a pris Allegri, donc ce sera à voir comment ça va tourner. Mais la Rome, en tout cas, la Rome ne m'impressionne pas, en tout cas, en plus avec un Mourinho qui, je pense, s'il change pas son fusil d'épaule, bah, il est quand même fini pour le football quand même au niveau maintenant. Il a quand même démontré que c'est quand même un échec dans ce tout dernier club. Donc après l'Inter, il a pas vraiment réussi et ça va continuer comme ça. Si ça ne met pas en question, comme Mancini va faire pour l'Italie, et changer son fusil d'épaule concernant la façon de jouer, bah, ça ne marchera plus. Donc je pense qu'être ambitieux, c'est pas mal. Avoir un petit peu la volonté de vouloir faire quelque chose de bien, c'est bien. Moi, je pense que je viserais plutôt une 2 ou une 3e place. Si on n'a pas de catastrophe au niveau blessure ou de choses qui ne tournent pas en notre faveur. Mais si tout se passe, en tout cas pour le mieux, c'est qu'évidemment, on n'est pas toujours le cas dans une saison, on peut viser une 3e, voire une 2e place avec un peu de chance. Alors nos 2 camarades veulent réagir, on commence avec Feli. Oui, je voulais juste réagir sur nos concurrents. Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que leur mercato ne décolle pas, mais c'est vrai dans le sens des joueurs. Parce que les clubs italiens et les présidents des clubs italiens ont été très intelligents avant ce mercato-là. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas à avoir d'assez de fonds pour recruter des joueurs intelligemment. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté des entraîneurs. Et là, par rapport à la saison dernière, on va devoir affronter des équipes avec des vrais entraîneurs. Naples, qui passe de Gattuso à Spalletti, c'est quand même quelque chose. La Lazio, qui passe de Inzaghi. Alors, certes, Inzaghi, il a fait du bon travail à la Lazio, mais qui passe à Sarri, qui est un entraîneur d'envergure européenne. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais la Lazio a réussi à attraper un entraîneur qui est complètement au-dessus d'eux. Enfin, selon moi, qui est vraiment un cran au-dessus de ce qu'est la Lazio. Même la Roma, alors certes, tu dis que Mourinho est un entraîneur du passé. Alors oui, c'est un entraîneur qui a certaines méthodes qui sont sans doute obsolètes pour aujourd'hui, mais qui peut quand même faire vivre un groupe, parce que c'est quand même un personnage assez fort et qui peut transcender la Roma, plus que l'a fait Fonseca la saison dernière. Moi, je trouve que la Roma a un joli effectif. Alors, c'est pas l'effectif le plus fort d'Italie, mais qui a été très mal utilisé. Pareil pour Naples, ce sont des effectifs qui sont assez riches et qui ont été très mal utilisés par leurs entraîneurs respectifs la saison dernière. Et là, on va devoir affronter ces équipes-là avec des vrais entraîneurs, des entraîneurs expérimentés. Et donc, je pense pas que ce sera aussi facile. Et pareil pour l'Atalanta, qui est un club redoutable, alors qu'il s'est pas forcément renforcé, mais il n'a pas perdu de gros joueurs non plus. Gosens c'est toujours là. Alors oui, ils ont perdu Romero, mais ils vont le remplacer par Demiral, qui sans blessure va être un joueur très fort aussi. Donc pour moi, la concurrence sera d'autant plus rude cette saison que les clubs ont réussi à attirer de vrais entraîneurs dans leur équipe. Oui, en effet, c'est intéressant. Alors pour ma part, maintenant que je sais qu'Insigne est disponible, je me dis qu'il faut expédier Leao à Naples par UPS et recruter l'Italien le plus vite possible. Ça, ce serait un vrai beau Mister X. Mais Aristide peut réagir également.
Oui, alors je voulais réagir, mais effectivement, Feli a été complet et a dit la plupart des choses que je voulais énoncer. Je rajouterais peut-être quelque chose dans son analyse sur notamment Mourinho. Effectivement, faut pas oublier que Mourinho, c'est pas non plus un bâtisseur. Ces dernières saisons, il a fait de bonnes choses, il n'a pas fait que des mauvaises choses, mais attention, il a fait de bonnes choses à très court terme, c'est-à-dire sur 1 ou 2 ans. Il a réussi à faire des belles choses à Chelsea, au Real, etc. sur 1 ou 2 ans. Donc, puisqu'on parle de l'année prochaine, j'imagine tout à fait un Mourinho sublimer la Roma peut-être 1 ou 2 années avant de partir et se faire virer un peu comme d'habitude. Donc attention effectivement à la Roma de Mourinho cette année, qui à très court terme est très performant. Et enfin, je voulais rajouter quelque chose sur l'Inter. Effectivement, ils ont perdu Antonio Conte, qui était quand même un peu l'âme de cette équipe pour moi. Ils ont perdu Hakimi, ils ont perdu Lukaku. Il y a Lautaro Martinez qui est en instance de départ. Alors un jour il veut partir, un jour il reste. On ne sait pas encore ce que veulent les dirigeants non plus. Donc, mais c'est un peu flou, c'est pas totalement à qui qu'il reste. Je voulais juste dire un truc sur l'Inter. Je vois beaucoup sur les forums d'ACM Zone, mais un peu partout, hein, beaucoup de personnes milanais, ce que je peux un peu comprendre, se réjouir des malheurs de l'Inter en ce moment. J'avoue que je m'en réjouis pas. Je Milaniste m'en donc, réjouis hein. pas du tout. Milaniste parce que Milanais, c'est Oui, les habitants de la ville de milaniste, Milan tout à qui peuvent fait. être interistes aussi. Non mais je suis Tout à obligé de fait. corriger parce que on Ah, nous fait souvent la remarque et c'est vrai qu'il faut faire la distinction. Malheureusement, il y a des défauts de langage, hein. C'est un peu comme après que oui. plus subjonctif. On sait tous ce que c'est l'indicatif, mais on a tendance à utiliser le subjonctif. C'est comme ça. Il y a des tics de langage mais donc bon, tu le sais, je le sais, c'est milaniste. Oui, tout à fait, milaniste, qui se réjouissent des malheurs de l'Inter. Moi, je m'en réjouis pas vraiment. Pas vraiment pour deux principales raisons. La première, c'est que moi, j'aime avoir des grands joueurs en Serie A. Surtout s'ils sont italiens, mais même s'ils sont pas italiens, d'avoir des grands joueurs comme un des meilleurs attaquants du monde ces dernières années, comme Lukaku, comme un des meilleurs défenseurs latéraux, comme Hakimi, comme un des meilleurs entraîneurs ces 5-7 dernières saisons, Antonio Conte. Donc de voir ces joueurs-là partir pour d'autres championnats, je me réjouis pas vraiment, comme je me suis pas réjoui du départ de Donnarumma, hein, d'un point de vue Serie A pure. Donc ça c'est le premier point. Et le second point, ça me fait penser, tu vois, quand les personnes se réjouissent de cela, ça me fait penser un peu au championnat de Ligue 1. Tu vois, ces équipes-là, comme Lille ou comme Monaco, qui une année sur deux jouent le titre, et l'autre année, soit ont des difficultés financières, comme ça a été le cas avec Lille cette année, ou se font piller comme Monaco 2017 avec Mbappé. Alors, C'est je le vais pas projet du citer- fonds Elliott. Oui, C'est-à-dire oui, monter ouais, des bien jeunes sûr. pour les vendre. C'est un peu comme Mais ça de- qui fonctionne. Tant qu'on n'aura Ah pas oui, vendu le Milan, tant qu'on n'aura pas trouvé un acquéreur, malheureusement, il fera subir ce genre de choses. C'est pour ça que je dis oui, toujours bah, vivement la l'Inter, Coupe du Monde. C'est l'Inter, parce que effectivement, malheureusement, le subit ça. Milan, c'est. Bon, vas-y, je te Non, laisse bien finir, sûr. pardon. Bien sûr, mais l'Inter, effectivement, subit ça. Enfin, alors, eux, ils ont un acquéreur depuis un peu plus longtemps que nous. Sunning, de mémoire, ils ont eu des difficultés financières liées au Covid, mais ils avaient des difficultés avant, il faut le dire. Mais moi, ça me fait penser, voilà, à ces clubs-là qui brillent une année comme Lille en Ligue 1 ou Monaco en 2017, puis qui se font piller ou ont des grosses difficultés, puis après terminent 10, 15e, 20e de Ligue 1. Donc, alors, je vais pas dire que l'Inter va terminer 10, 15e, mais de se réjouir de ça, pour moi, ça me fait penser, voilà, ça veut dire qu'on se rapproche. On est un petit championnat qui se rapproche des petits championnats comme des plus petits championnats encore que comme la Ligue 1, alors qui n'est pas un petit championnat mais qui est quand même plus petit comparativement dans l'histoire ou en termes de résultats à la Serie A. Et voilà, on se rapproche de ça. Donc un Inter qui se fait piller, qui se fait prendre son meilleur entraîneur, ses 3-4 meilleurs joueurs, puis il manque Bastoni, Barella, puis il n'y aura plus personne. Je vois pas en quoi ça me réjouit énormément en termes de football italien, qu'il soit avec ou sans italien. Et puis je pense enfin à la Ligue des Champions, le tenant du titre en termes de miroir vis-à-vis du monde, le tenant du type de Serie A qui se fera sûrement éliminer en phase de poule l'année prochaine parce qu'il y aura plus de joueurs ou d'entraîneurs et parce que le projet sera neuf. Je vois pas en quoi c'est vraiment glorifiant pour la Serie A et pour le football italien. Donc voilà, je voulais ajouter quelque chose là-dessus. Bien, avant de passer au mot de la fin, on a l'ultime réaction d'Erco. Oui, c'est juste pour rebondir ce que justement disait Félix, c'est qu'en parlant que les autres équipes s'étaient renforcées en tant qu'entraîneur, mais sans être méchant, je vois pas en quoi c'est des renforts. On dirait que tu parles d'entraîneur justement de niveau international, mais Spalletti, qu'est-ce qu'il a gagné dans sa carrière comme titre majeur? Sarri, ouais, il a gagné un titre avec la Juve, mais là tu mettais même Gattuso à l'époque, il aurait gagné la Serie A avec. Donc on parle pas d'entraîneur confirmé. Inzaghi, on ne sait pas encore ce qu'il va donner en dehors de la Lazio. C'est la première fois où il va quitter les clubs. Et il va prendre une Inter qui va être un petit peu, en tout cas, sous le feu des projecteurs, parce qu'ils ont perdu quand même deux gros joueurs et qui va être fort observé, parce qu'ils sont en grosse crise financière et on attend quand même beaucoup enfin, en tout cas, beaucoup de négativement de l'Inter. Donc il va quand même être vachement sous les critiques. À part Allegri, qui est capable de rendre un titre à la Juve et de la rendre justement, on retrouve une grande équipe, même avec un effectif qui est moins bon qu'il y a 3-4 ans en tout cas. Je vois pas
quelle équipe s'est vraiment renforcée d'un point de vue justement des entraîneurs. Après, il peut y avoir des surprises. Hein. Sarri peut très bien retrouver le football qu'il avait avec Naples, mais avec Naples, il n'avait rien gagné non plus. Donc, il y a un beau football, évidemment. Mais il doit avoir un effectif qui doit justement y coller parfaitement. Sarri, s'il n'a pas les joueurs qu'il veut, ben, il va se contenter de faire ce que l'entraîneur auparavant a fait. C'est ce qu'il a fait avec la Juve. Donc, il n'aura pas de solution miracle. C'est pas un entraîneur qui sait justement se remettre en question et changer sa façon de jouer. Sinon, ça donne rien. Voilà, moi, Mourinho, je continue à penser que, je vais pas dire qu'il est fini, parce que tout le monde peut changer. Avant, je pensais que Mancini il avait un football aussi un petit peu comme ça, un petit peu négatif. Et finalement, en Italie, après, il a montré qu'il savait changer. Et il a fait tout le contraire pour faire peut-être le plus beau jeu d'Europe actuellement. Donc, Mourinho peut le faire, mais dans l'état des choses. Et justement, contrairement à ce qu'il a montré, justement, que ce soit avec Tottenham ou Chelsea ou Manchester auparavant, voilà, je pense pas qu'il apporterait une vraie plus-value à la Rome, mais je pense pas que c'était l'entraîneur qu'il leur fallait. C'était plus un coup médiatique qu'autre chose. Et je pense pas qu'il va tenir plus d'une saison à la Rome, en tout cas. Donc maintenant, je peux me tromper, évidemment. Mais je vois pas, je continue à penser qu'il n'y a pas de grands entraîneurs actuellement qui ont été recrutés par nos concurrents. Si ce n'est le seul concurrent qui me fait plus peur pour la deuxième place, en tout cas, qui fait plus peur. J'ai du respect pour les autres, évidemment. Mais c'est l'Atalanta qui a continué à être aussi forte, évidemment, qu'on gardait tous leurs points forts et qui ont continué à rouler un petit peu sur la plupart des équipes de Serie A, quoi. Donc, mais voilà, je continue à penser qu'on peut être du troisième et qu'il n'y a pas vraiment, à part Allegri, de grands entraîneurs en Serie A. Bon, alors, avant de rendre la parole à Feli, parce que cette dernière partie n'en finit pas, juste je tempère le même Gattuso que tu as utilisé, parce que je trouve que ses compétences d'entraîneur sont régulièrement sous-évaluées, et je pense qu'il vaut bien mieux que ce qu'on dit de lui. Je suis peut-être pas objectif le concernant, Ouais, mais vrai. je pense que coach Gattuso est plutôt performant et qui risque même de se bonifier avec le temps. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est vrai qu'on a une affection particulière pour Gattuso. Je pense même que il aurait pu rester à Milan. Je fais partie des gens qui, je dis pas que je l'ai pas défendu bec et ongle comme certains ont pu le faire. Je trouvais le club assez injuste avec lui et les circonstances de son départ m'avaient attristé. Sa conférence de presse avait été exemplaire d'ailleurs. On sait l'amour que Gattuso porte pour le club Milan AC, mais il n'y a pas que ça. Hein. Je crois que ce qu'il a fait à Naples, c'était pas si mal. Il a été trop souvent injustement critiqué, mais ce n'est que mon point de vue. Bon, je vais rendre la parole à Feli. Alors, juste pour revenir sur Gattuso, moi je suis complètement d'accord avec ça. Et pour moi, c'est sans doute le meilleur entraîneur qu'on a eu de ces 10 dernières années, donc post-Allegri. Et ce traitement qu'il a reçu à Naples était vraiment dégueulasse, sachant que Gattuso, c'est sans doute l'entraîneur le plus respectueux et respectable d'Italie, en dehors d'Ancelotti. Gattuso, c'est pour moi l'entraîneur qui est le plus respectable d'Italie et vraiment la façon dont la virée de Naples était vraiment dégueulasse parce qu'on savait qu'il allait être viré quelques temps, un peu comme ce qu'on avait fait avec Pioli d'ailleurs, sauf que Pioli finalement est resté. Mais son traitement était vraiment dégueu. Mais cela dit, j'ai quand même conscience que Spalletti est un meilleur entraîneur que Gattuso. Et oui, Erko, tu dis que Spalletti et Sarri n'ont rien gagné, mais là, nous non plus, on n'a rien gagné, et on ne vise même pas forcément à gagner. Mais Spalletti et Sarri, c'est des entraîneurs qui arrivent constamment dans les 3 premières places de Serie A. Spalletti, il a fait des grandes choses avec la Roma. Il a fait un passage mitigé à l'Inter, mais ça reste un entraîneur extrêmement confirmé. Alors oui, il faut qu'il impose sa patte à Naples, et c'est une grosse tête, un gros ego, et qui pourra créer des tensions. Mais c'est quand même un superbe entraîneur. Et pareil pour Sarri, qui s'il arrive, alors Sarri, je pense que c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais s'il arrive à imposer sa patte comme il l'a fait à Empoli, comme il l'a fait à Naples, etc., en imposant son jeu, je pense que la Lazio sera un concurrent très sérieux parce que la Lazio, quand on regarde, ils ont perdu aucun joueur pour l'instant. Ils ont toujours Milinkovic-Savic, ils ont toujours Luis Alberto, ils ont toujours Immobile, ils ont toujours Correa, ils ont acheté Felipe Anderson qui est un bon joueur de Serie A. Donc pour moi, la Lazio, c'est aussi un concurrent qu'il faudra prendre parce que je trouve que la Lazio a été aussi mal exploitée la saison dernière. Compte tenu des joueurs qu'ils ont, la Lazio aussi a été mal utilisée la saison dernière par Inzaghi. Et je suis complètement d'accord dans ce que tu dis par rapport à Inzaghi. Inzaghi, par contre, ça va être autre chose que Conte à l'Inter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette saison en Serie A, il n'y aura pas vraiment de favoris. Un peu comme la saison dernière finalement, même si on pouvait penser que Conte était favori par rapport aux autres. Mais là également, les cartes vont être rebattues. Alors, est-ce que ce sera la Juve d'Allegri? Est-ce que ce sera l'Inter qui reste quand même assez solide au niveau du milieu et de la défense de Inzaghi? On n'a pas vraiment de favoris. Est-ce que ce sera nous? Est-ce que ce sera Atalanta? On verra. Mais pour moi, la saison prochaine il y aura de la concurrence. Alors Erko pourra réagir lors du mot de la fin s'il le souhaite, puisqu'il est temps de clore cette émission et on démarre avec Aristippe.
Pour clore cette émission, je vais parler de la reprise du championnat qui a eu lieu dans certains championnats européens ce week-end et le week-end dernier. Moi, j'ai vu, c'est vrai, quel plaisir de revoir des matchs avec des stades pleins. J'ai pu voir Manchester-Leeds, je crois que c'était hier. Il y a eu un score fleuve d'ailleurs, comme tu en aimes, MJ, il y a eu 4 ou 5-1, je crois. Mais voilà, avec un Old Trafford blindé, avec des joueurs qui célèbrent avec le public, c'était vraiment génial. Et Je préfère j'espère Italie-Espagne. tu préfères Italie-Espagne? Oui, Ouais, mais ouais, bon, non, pas moi. Ou Non, pas moi, alors. Italie-Angleterre. Ou Ouais, je préfère Milan-Juve plus Italie. 2003, 0-0, formidable. Ouais, Mais je te laisse ouais, bah, je continuer. l'ai revu depuis du coup parce qu'on en avait parlé. Je l'ai revu depuis. Effectivement, c'était pas mal parce que Italie-Espagne, honnêtement, j'ai pas trouvé ça incroyable. D'autant que l'Italie a pas touché grand-chose. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me Non mais dérange je un voulais peu. pas Mais faire du hors-sujet, c'était pour le charrier un peu, vas-y. ouais, j'imagine bien. Mais voilà, j'espère que les conditions sanitaires nous permettront d'avoir des stades pleins en Serie A et un San Siro plein. Alors je l'espère, et parce que c'est vrai que ça change tellement en ce qui concerne l'ambiance du stade et comment tu vis le football que ce serait dommage de passer encore une saison avec des stades à moitié vides ou même complètement vides. Feli. Moi, un petit mot de la fin sur l'émission spéciale italianité que j'ai pas pu faire avec vous de Casa Milan, mais que j'écoute en ce moment et que je trouve très intéressante et pertinente au sujet du football et de la mondialisation actuelle. Donc Ah bah c'est j'invite tous gentil les ça. auditeurs à aller l'écouter parce que je suis pas sûr que ça va être l'émission la plus écoutée vu qu'elle est lourde et qu'elle est très spéciale sur un sujet spécifique, mais j'invite tout le monde à aller l'écouter parce qu'elle est très intéressante. Oui, oui, je suis assez d'accord, c'est l'une des meilleures émissions, je pense qu'on ait faites de toute l'histoire de Casa Milan. Après, on la sort au mois d'août et elle n'est pas en lien avec l'actualité, donc ça fait partie de ces émissions Oui. qui s'écoutent sur la durée, hein, qui peuvent s'écouter sur plusieurs Ouais. mois, donc je suis pas inquiet. On a fait déjà plus de 700, ce qui est miraculeux, ça fait quelques jours seulement qu'elle est sortie, et je le répète, on est en plein mois d'août, donc je suis convaincu qu'elle dépassera les 1000 sans aucun problème. Casa Milan, ça fonctionne bien mieux en général que ce que j'imagine. Bah merci en tout cas pour ce compliment, ça fait plaisir, d'autant qu'il est vrai que tu aurais dû y participer, mais tu étais fort loin de l'Hexagone et peut-être avec une connexion un peu bancale, donc malheureusement tu n'as pas pu être des nôtres. Nous passons au mot de la fin d'Erco. Je vais juste rebondir sur voilà, ce que j'ai dit sur Gattuso. C'était absolument peut-être sorti un petit peu de. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment ce que je pensais, dans le sens que c'était plus dit dans le sens que c'était pas un entraîneur d'expérience. C'était pas justement il n'avait pas que l'expérience pour jouer dans un top club enfin, pour entraîner une équipe comme la Juve, et que même lui, dans ce sens-là, même un novice comme Gattuso aurait certainement pu réussir à être champion avec la Juve à cette époque-là. C'est absolument pas négatif, parce que c'est un entraîneur que j'ai aimé quand il était au Milan. Je trouve que c'est peut-être un des meilleurs meneurs d'hommes d'Italie et peut-être entraîneur à plus classe avec Pioli dans cette déclaration qui s'est sortie d'après-match. Donc c'est un entraîneur pour qui j'ai beaucoup de respect et je lui souhaite de faire une grande carrière. Mais bon, actuellement, voilà, c'est pas un entraîneur que je verrai à la Juve pour le moment. Donc c'était juste plus dans ce sens-là. Et pour encore rebondir aussi sur ce que Feli a dit justement sur sur les entraîneurs, quand tu parlais de Sarri, d'Inzaghi et de Spalletti, tu as quand même toujours utilisé conditionnel, tu as toujours utilisé des si, des si, des si. Donc c'est quand même une preuve que c'est pas des entraîneurs qui sont pas forcément des valeurs sûres pour leur club. Et il y a des conditions qui font pour qu'ils réussissent dans leur club. Et si les conditions sont pas là, ils réussiront pas. Et c'est en ça que je dis que Milan ne part pas défavori à ce niveau-là. Et que Pioli n'est pas un moins bon entraîneur que Spalletti, que Sarri ou qu'Inzaghi. Et qu'on a tout à fait nos chances de finir 2-3e. Bon, il a la même coupe de cheveux que Spalletti, ça démarre bien. Oui, et quand même que Guardiola, si on peut le prendre alors, dans ces cas-là. Donc, j'espère en tout cas qu'on fera une bonne saison. Enfin, en tout cas, par rapport à la Serie A et par rapport aux conditions actuelles, je reste persuadé qu'on peut finir 2 ou 3e, c'est ce que j'espère. Mais du moment qu'on se qualifie pour Ligue des Champions, moi je serai heureux. Bien messieurs, merci, cette émission est donc terminée, nous avons hâte de vérifier vos hypothèses et vos anticipations, et pour ma part, je dirais comme Roland, vivement la Coupe du Monde. Voilà, rendez-vous dès qu'un diffuseur de la Serie A se manifestera en France, donc nous l'espérons très vite. Bonne soirée, salut! Ciao. Salut! Salut!